Bonjour à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est parti pour une nouvelle émission. Cette fois on s'intéresse à Akira de Katsuhiro Otomo. Mais ce n'est pas tant de l'œuvre en elle-même dont nous allons parler, mais plutôt de son édition. On va rentrer dans les coulisses de sa fabrication, de sa conception. Mais avant je voulais qu'on commence en donnant quelques anecdotes sur le film animé culte Akira. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on rentre dans les coulisses de fabrication du film, on tombe devant des listes de chiffres. C'est titanesque. Non mais vraiment. Pour faire le film, 31 studios se sont associés. 31 studios, c'est énorme. 783 scènes ont été storyboardées par Otomo lui-même. Il a carrément dû arrêter de dessiner le manga de toute façon pour faire le film. Plus de 150 000 cellulos ont été réalisés. Et alors ça, je trouve ça aussi assez incroyable, surtout quand on sait que je suis daltonien. Plus de 300 couleurs ont été utilisées pour le film, dont certaines couleurs qui ont été inventées. Ah ouais, carrément inventées. C'est-à-dire que déjà, d'une, il y a quand même quelqu'un qui a compté le nombre de couleurs à la prod, tu vois. Et en plus, ils en ont inventé ça. Non mais voilà, Ouais, bah en même temps, moi pour l'avoir revu il y a pas si longtemps que ça, dans le cadre d'une projection spéciale, c'était au 7 Batignolles, je me rappelle plus. Enfin bon, bref, un cinéma qui fait des projections spéciales. Ça n'est pas étonnant de voir tous ces chiffres, parce que quand tu vois le résultat, ça reste à l'heure actuelle un film qui est incroyable de technique. Déjà artistique, mais de technique aussi, quoi. Et à l'époque, il avait coûté plus d'1 milliard de yens. C'était le film d'animation le plus cher. C'est aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Oui. Donc forcément, on était obligé de tout faire à la main. Oui, et du coup, ça nécessitait beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'entrain et de motivation de la part des personnes. De motivation, je pense qu'on en avait beaucoup, ça. Carrément. C'est le maître mot. C'est ça. Mais de toute façon... Après, au moment de Steam Boy, il a refait le film le plus cher de l'animation japonaise. Donc, et là, il est en train de préparer un film. Du coup, je me demande si ça va être le nouveau film le plus cher de l'histoire du Japon. Ouais. On va en parler en fin d'émission de ça. Merci à tous d'embarquer avec nous dans cette émission. Akira dans les coulisses d'une œuvre culte. C'est parti dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh les bâtards! Oh this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Akira et sa dernière édition, surtout, édition ultime peut-être. Ultime, oui. Bon, en tout cas la dernière qui est sortie. Pour en parler avec nous, nous avons sélectionné Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Fan d'Akira dans l'éternel. Bah oui, effectivement, une des 10 plus grandes bandes dessinées de tous les temps. C'est toute bande dessinée. C'est posé. Voilà. Et puis du coup, on a décidé d'inviter l'éditeur d'Akira. Éditeur chez Glénat Manga, Benoît Wo. Bonjour Benoît. Bonjour. Tu es prêt à répondre à toutes nos questions sur les coulisses d'Akira? Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à ne surtout pas lire les réponses que vous m'avez préparées. Non mais tu vas nous donner un ou deux petits secrets quand même, vite fait. Je vais essayer. Ok, hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Hashtag 5DC sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, des retweets, des notes, des étoiles, des commentaires, et on vous remercie pour ça, pour tous les échanges qu'on a avec vous au quotidien ou presque au quotidien, parce que des fois on est le week-end par exemple, on est moins là par exemple. Et on se repose, c'est vrai. Au programme de cette émission, nous allons donc parler d'Akira. On va d'abord retracer un petit historique d'Akira. Je me perds beaucoup aujourd'hui, parce que c'est important de se remettre en tout cas dans un certain contexte de quand c'est sorti et de quand c'est arrivé en France. On va aller dans les coulisses de l'ultime édition qui est enfin complète en France, non sans un certain nombre de galères. On va vous en parler aussi, ça. Et puis nous finirons tranquillement sur l'impact d'Akira et puis l'avenir. Qu'est-ce qui peut se tramer autour de cette œuvre culte d'Akira? Ça je ne sais pas, on verra. Alors Akira, c'est arrivé quand au Japon? C'est arrivé en décembre 1982 dans les pages du Young Magazine de Kodansha. À la base, il se dit que ça devait être un one-shot de 200 pages.
Bon bah ça c'est un peu plus long. Ouais, ça a fait 2200 planches quand même. Ouais. Quand on compte comme ça fait beaucoup. En général, les auteurs japonais sont pas forcément les plus calés pour définir la durée d'une série. Je prends un exemple tout bête, donc effectivement là tu parles d'Akira, mais je prends aussi un exemple tout bête. One Piece à la base il avait prévu de boucler sa série en 10 ans. On est à plus de 20 ans. Voilà, mais c'est normal. Et puis en même temps, il y a quand même beaucoup de pages pour raconter un immeuble qui s'effondre, tu vois. Il aurait pu en mettre beaucoup moins en fait. Ellipse. C'est ça. Et ça rappelle du manga. Ouais. Puis c'est interrompu malgré tout pour réaliser le film. Et donc du coup la publication a duré jusqu'en 1990. 8 ans pour 6 tomes, tu vois. Ouais, quelle feignasse. Ouais, grave. C'était des tomes de plus de 300 pages. C'était des gros tomes, ok, c'est des gros tomes. Des grands formats. Aux États-Unis, Akira est arrivé en 1988. Pour une fois qu'ils avaient un truc avant les Français. Dans le manga, faut le signaler. En France, c'est arrivé quand ? C'est arrivé presque en 88 finalement. Puisque c'est en 88 que Jacques Glénat visite le Japon pour la première fois et qu'il revient avec une idée qui est de publier Akira. Ouais, alors a priori la légende c'est qu'il y est allé au Japon à la base pour vendre des BD aux Japonais, mais qu'en fait il a un peu fait chou blanc et que du coup il s'est dit bon bah je vais peut-être ramener en fait un truc japonais en France. Disons qu'en fait effectivement selon cette légende il était parti pour vendre des bandes dessinées au Japon, mais il n'avait pas forcément une pleine conscience de ce que représentait le manga au Japon. Donc c'est pour ça aussi qu'effectivement il a fait chou blanc, c'est que lorsqu'on vient pour présenter des titres à un secteur qui dispose déjà d'une production exceptionnelle, forcément on repart un petit peu avec, on va dire, ce qui se fait de mieux dans cette production afin de pouvoir se faire une meilleure idée. Pour le magazine Animeland, il y avait eu un dossier sur les 30 ans de Glénat Manga, et Jacques Glénat avait répondu à une question pour moi et il m'avait raconté sa première visite au Japon. Et donc il m'a dit ma première visite au Japon c'est en 88 chez l'éditeur Kodansha. J'ai rencontré la seule personne qui parlait anglais dans cette grande maison d'édition et qui m'a mis entre les mains Akira, qui ne m'est pas tombé des mains puisque je suis parti avec, et effectivement je me suis dit que c'était un nouveau genre, un nouveau style et qu'il fallait absolument la publier en France, et c'est ce qu'on a fait très vite. On peut dire que cette première visite est la plus marquante de ma vie au Japon. Exactement. Il faut dire aussi que Akira, on en entendait parler chez Glénat par le label Comics américain. On en entendait parler aussi chez un éditeur qui avait été racheté par Glénat, qui s'appelle Zenda. Oui. Et qui a aussi, qui faisait du comics. Et qui a nourri aussi notamment la future collection Akira qui a été créée ensuite. Donc Akira sort en 1990 en France. Et à ce moment-là, ça marche moyen. Bah oui, parce qu'en fait Glénat il veut essayer au début quand il l'importe, il veut s'associer avec des partenaires pour le publier sous forme de fascicules dans les réseaux de presse. Ouais, je me souviens, il y avait. C'est un bon moyen de le faire découvrir au plus grand nombre. Il y avait le logo Libération et le logo Europe 1 voilà, dessus, sur la couve. C'est Europe 2, je crois. Mais bref, voilà, il veut vraiment faire une diffusion presse et en fait, il s'est un peu planté pour le coup, quoi. Disons qu'en fait, faut remettre les choses dans leur contexte à l'époque. On est donc au début des années 90. Le manga n'existe pour ainsi dire quasiment pas, puisque le manga tel qu'on le connaît en format poche, jaquette, n'est pas sorti. Et on a une bande dessinée qui se rapproche un peu de la bande dessinée franco-belge vu qu'on est sur du grand format. Ouais. Mais on est sur de la bande dessinée noir et blanc qui a ensuite été mise en couleur, mais du coup qui n'a pas la même couleur, la même chromie, on va dire que de la BD qu'on connaît. Et du coup ça peut on va dire rebuter des personnes qui sont pas habituées. C'est pour ça qu'il y avait une volonté justement d'ouvrir cette série à un public beaucoup plus large, d'où un partenariat. Et finalement, même si on est au début des années 90, on s'aperçoit que ce partenariat, s'il n'a pas forcément rencontré le succès escompté pour Akira, était précurseur de tout un tas d'autres choses. Il suffit de voir que maintenant, tous les étés, les principaux journaux ont des partenariats où ils proposent des bandes dessinées en avant-première. Et une question à ce sujet, Jacques Glénat à ce moment-là, est-ce qu'il voulait pas aussi essayer d'importer le mode de consommation format magazine que les Japonais pouvaient avoir ? Alors, je pense pas qu'il ait une volonté de vouloir importer tel quel ce mode de consommation japonaise. Faut savoir qu'en fait, Akira, Jacques Glénat le reconnaît lui-même, il indique que c'était une sorte de coup de chance d'avoir rencontré cette série dans son parcours d'éditeur et de l'avoir ensuite publiée en France. Donc, à l'époque où sort Akira, on n'est absolument pas dans une logique de je vais proposer un manga, puis ensuite, si ça marche, j'en proposerai d'autres. Pour une raison relativement simple, c'est que l'une des toutes premières éditions d'Akira qui sort en version française, on va peut-être l'aborder un petit peu plus loin, c'est une version cartonnée, grand format, en couleur. Donc ça n'a rien à voir avec le manga. Si la logique avait été de vouloir transposer une logique existante qui est celle japonaise avec des magazines de prépublication,
on serait pas parti dans un format cartonné, tout simplement. Donc c'était plutôt refaire quelque chose qu'il avait fait aussi dans ses jeunes années avec de la presse pour lancer de la BD tout court. Je pense que c'était effectivement plutôt dans cette optique-là pour permettre à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de lecture mais qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller le chercher en librairie, donc pour permettre à ces personnes-là de le découvrir pour ensuite se dire bon bah maintenant j'aimerais bien voir la suite parce que 20 pages c'est sympa mais il y en a un peu 2200. Alors à quoi ça ressemblait c'était des fascicules de 64 pages. Il y en a eu 31 entre mars 90 et février 92. Il en manquait 7 si je ne m'abuse. Donc au début c'était un succès d'estime. Ça a pas cartonné Akira. C'est pas devenu culte dans le. Non, Akira c'est pas devenu culte, même si bien évidemment il y a eu une publication par voie de presse. Akira en fait c'était marquant à plus d'un titre, mais pour les personnes qui s'intéressaient justement à l'évolution de la bande dessinée et aux influences mondiales de la bande dessinée. À l'époque, toute la team Métal Hurlant. Donc toute la team Métal Hurlant, exactement, toute la team Métal Hurlant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Otomo lui-même avait des relations assez entretenues avec Möbius d'un point de vue créatif. D'ailleurs, il avait raconté quand il était venu en France que Möbius lui avait offert un stylo et qu'il a gardé ce stylo comme son bien le plus précieux toute sa vie. C'est vrai. Ouais, bah en même temps, je comprends. Pardon, je t'ai coupé du coup. Ça tombait très bien parce que j'étais en train de développer ma réflexion. Et je me souvenais plus de la question initiale. Si c'était un succès plutôt d'estime, voilà, plutôt que commercial. Voilà. Donc c'était effectivement un succès d'estime par rapport à la critique, hein, puisque justement elle a rencontré pour la première fois donc le manga et en l'espèce la crème du manga. C'était pas non plus n'importe quel manga. Et bien évidemment pour les auteurs. Après, ça a été aussi un succès, on va dire, d'estime en librairie parce que là encore le format n'était pas forcément adéquat. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que maintenant, lorsqu'on discute avec des auteurs ou avec des personnes d'une quarantaine d'années, eux ont découvert le manga par Akira sous forme cartonnée, et lorsqu'on leur parle par exemple d'une autre version qui est une version noir et blanc et une version souple, je dis pas que pour eux c'est une hérésie, mais ce n'est pas la version qu'ils ont connue, c'est pas la version avec laquelle ils ont grandi, donc c'est pas leur version. Ouais, c'est la version à laquelle tu t'attaches. Voilà, oui, carrément. Voilà, donc oui, il y a eu bien évidemment un succès. Il y a eu un succès surtout dans la mesure où ça a permis d'ancrer une série emblématique comme celle-ci tout au long des années. Ancré et colorisé. Bravo. Comment tu l'as trouvé toi Robin cette colorisation? Tu t'y es attaché? Bah moi pour le coup je suis pas de cette génération là, je l'ai pas découvert Akira à ce moment-là, je l'ai plutôt découvert via l'édition Omnibus, donc quand on parlera peut-être un peu plus tard, mais du coup pour moi l'édition couleur cartonnée c'est pas celle que je préfère, mais parce que moi je suis très attaché au noir et blanc, mais après je comprends la logique effectivement de si tu veux toucher un plus grand nombre tu colorises, c'est une règle un peu dans la BD en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne quoi. C'est les Américains qui l'ont colorisé. Du coup, pour le coup, on a pris exemple sur les Américains. C'est un homme un mec qui s'appelle Steve Oliff, et c'est le scénariste américain Archie Goodwin qui dirigeait la colorisation, qui dirigeait l'œuvre en elle-même, qui a eu la direction artistique, scénariste de Manhunter, de Batman. Mais il faut savoir que cette colorisation, donc on dit qu'effectivement elle est américaine, mais elle a aussi été pilotée par Otomo. C'est-à-dire que Otomo à l'époque, donc je disais en début d'interview qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'ordinateurs, mais il y en avait quelques-uns, et donc justement cette colorisation était aussi une manière de tester les différents ordinateurs et les différents rendus, parce qu'il ne faut pas oublier que Akira de base donc, est une œuvre en noir et blanc, donc ce que ça veut dire c'est que c'est une œuvre qui est prévue pour du noir et blanc à laquelle on rajoute de la couleur. Donc c'est comme si on avait on va dire deux niveaux de lecture, alors que normalement soit vous avez une œuvre couleur, soit vous avez une œuvre noir et blanc. Donc Otomo justement a vraiment travaillé main dans la main avec les Américains pour faire en sorte que le rendu soit le meilleur possible avec les techniques de l'époque, et il expliquait lui-même lorsqu'il était venu à l'occasion d'Angoulême qu'il n'avait absolument pas à rougir du résultat, dont il était pleinement satisfait parce que là encore c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Bah ouais, et puis est-ce qu'il n'était pas tout simplement en train de préparer son film parce qu'en fait en gros on l'a dit en intro, il y a eu plus de 300 couleurs dans le film, mais en vrai il est très attaché à la couleur, Otomo, et ça se trouve c'est lui-même faire un manga en noir et blanc, c'est un peu une mini frustration de se dire moi de la couleur je vais en mettre. Ça lui permettait d'y réfléchir parce que attends, je suis en train de calculer parce que si c'est sorti en 88 aux États-Unis, ils ont mis au moins une bonne année avant de le lancer. Le film est sorti en 91 en France. Alors en quelle année il est sorti aux États-Unis? C'est ça, j'ai peut-être pas la date. Ça tombe peut-être en même temps, et peut-être qu'il avait aussi des intentions, mais je pense qu'il a commencé à travailler avant sur son film, avant que les Américains fassent la couleur. Mais peut-être qu'il y a eu un peu doublon à ce moment-là. Le film sort donc en mai 91 en France. UGC le distribue.
100 000 entrées, ce qui est pas mal, hein. Bah pour un film d'animation, ouais. Pour un film l'époque, d'animation adulte japonais. Ouais, carrément. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est bien précisé. On rajoute des couches, tu sais. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il sort, justement, il connaît également de très très bonnes critiques, notamment dans le magazine Mad Movies, Oui, qui est plutôt, en général, on va dire, orienté vers bien évidemment tout ce qui est film de genre, mais plutôt film science-fiction, horreur, etc. Et pour le coup, Mad Movies consacre plusieurs pages au film, à l'intérêt, parce que pour eux, c'est véritablement quelque chose de complètement nouveau qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de voir dans le cinéma ou dans le paysage audiovisuel français. Et du coup, Glénat en profite pour sortir la même année la version cartonnée. Cartonné couleur dont on parle. Voilà. Exactement. Bon réflexe, hein, en même temps. Oui, bah c'est ça être éditeur. Hein, c'est... Version cartonnée couleur qui sort jusqu'en 96. 5 ans pour la publier. En même temps, il y a Domu, Rêve d'enfant en français, qui sort aux Humano. Et puis en 99 arrive la réédition Omnibus noir et blanc. C'est la tienne. Bah oui, moi, alors je sais plus exactement en quelle année elle m'est tombée entre les mains, mais moi effectivement c'est celle-là que j'ai lue. Mais en fait je l'ai lue, moi pour le coup je suis plus un enfant du manga, donc j'ai commencé en lisant des Dragon Ball, Tankobon, des trucs comme ça. Et j'ai eu effectivement entre les mains cette grosse édition Omnibus, et c'était assez comment dire, inhabituel pour moi d'avoir un manga dans un aussi grand format. Et en fait je trouvais ça trop cool parce que déjà graphiquement Akira il le mérite quoi, quand tu vois chaque case c'est incroyable quoi. Donc moi c'est vraiment l'édition qui m'a marqué, je pense. Et puis on arrive en 2019, l'arrivée enfin du 6e tome de l'édition originale d'Akira dans son édition originale. En 2019, du coup, vous l'avez pas fait exprès chez Glénat. Non. Mais on pourrait dire que tout était calculé, que c'était pour ça. Et pour l'année dans laquelle se passe le début. Pour l'année dans laquelle se passe le début d'Akira. Mais je pense que si on avait vraiment tout calculé, ça ne se serait pas vu. Et a priori, on a vu qu'il y avait eu un ou deux soucis. Ouais, c'est possible. Très rapidement. En même temps, chez Glénat, ils avaient créé une collection Akira à l'époque. Oui, vous vous souvenez ? Qui était plutôt basée sur l'édition couleur cartonnée, qui était c'est vraiment un espèce de format comics, enfin hybride comics BD quoi. Et en fait, c'était le moment où je pense en France on n'assumait pas encore de faire du manga, ou alors on n'avait pas encore vraiment compris que l'objet, le petit format souple allait marcher. Donc du coup on se disait on va essayer de proposer un truc qui est entre les deux. Benoît, est-ce qu'aujourd'hui on appellerait ça la collection Seinen ? Est-ce qu'on appellerait ça la collection Seinen ? Je ne suis pas certain, parce qu'on serait pas dans ce type de format. La collection Seinen elle est aussi en format poche. Non, par contre ce qu'il faut garder à l'esprit là encore, donc on parle de 93-94. Ouais, Appleseed, voilà. Nomad, Orion. C'est à peu près également à cette période là qu'arrive dans le catalogue Glénat Dragon Ball. Ouais. Mais Dragon Ball en format poche, pareil. On est à une époque où du coup le manga est encore un petit peu assez balbutiement. Et je prends un exemple tout simple, tu parles de l'édition Omnibus. Cette édition Omnibus est en sens de lecture français. Oui, c'est vrai. Elle est en sens de lecture français, là où la dernière édition est en sens de lecture japonais. Parce que justement, on est encore dans une phase où le public, je dirais, est en train de s'approprier ce type de lecture, mais où on ne va pas bouleverser ses codes en lui disant non, maintenant faut que tu prennes le livre à l'envers. Donc la collection Akira en tant que telle, lorsqu'elle est développée, c'est une manière effectivement de prolonger la tentative qui a été faite avec Akira en format cartonné, avec d'autres œuvres qui sont plutôt des œuvres adultes, notamment les œuvres de Masamune Shirow, pour justement essayer d'intéresser un public, là encore, artiste, esthète, qui cherche à sortir un petit peu des sentiers battus de la bande dessinée classique, pour justement essayer de découvrir de nouveaux univers. Sauf qu'à la place, c'est des ados qui les achetaient. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une collection où cohabitaient pour le coup des œuvres japonaises et des œuvres européennes, voire françaises, d'auteurs très inspirés par la BD bien japonaise. Sûr. Quoi. Comme les œuvres Nomade de J.D. Morvan, HK. Mais tu sais que Akira, quand c'est sorti, c'était dans un label qui s'appelle Eurocomics. Ouais, mais après je pense que c'est aussi une fraction entre Dragon Ball, les petits formats poche, c'est pas cher, c'est pour les enfants, et les grands formats cartonnés plus chers pour les esthètes, les adultes quoi. C'est un truc sauf que du coup tous les ados préféraient les trucs pour adultes. Évidemment. Quand on est ado, on préfère toujours les trucs pour adultes. Évidemment. Et on arrive à cette édition ultime dont nous allons parler. Je voulais juste qu'on finisse sur une petite histoire que m'a raconté Jacques Glénat sur Katsuhiro Otomo. Je vais vous la lire. C'était pour le magazine Animeland sur le dossier des 30 ans de Glénat Manga. Et il m'a dit sur une soirée avec Katsuhiro Otomo en France.
Vous savez, les auteurs japonais sont extrêmement protégés par leurs éditeurs qui en général refusent que les auteurs rencontrent les partenaires. Mais j'ai eu la chance incroyable d'avoir une relation directe avec Monsieur Otomo et son épouse lorsqu'ils sont venus au salon de la BD de Grenoble, à l'époque où j'avais organisé une belle expo pour Akira. J'avais alors amené Monsieur Otomo visiter des domaines viticoles dans les Côtes-du-Rhône, il avait bien aimé. Je les avais alors invités à dîner chez moi et j'avais ouvert des bouteilles de 1952 et 1953. La petite attention. Qui sont leurs années de naissance respectives. Ils en étaient tellement heureux qu'ils sont partis avec les bouteilles vides. Je trouvais que c'était un homme très sympathique, très ouvert, peut-être plus ouvert que tous les autres auteurs japonais que j'ai rencontrés. Malgré tout, lorsque je suis allé au Japon l'an dernier, j'ai demandé à le voir. J'espérais une rencontre un peu personnelle évidemment avec lui, mais évidemment ces 5 éditeurs étaient venus accompagner ce moment. Je trouve ça génial. Bah oui, ça montre deux choses. Ça montre déjà l'attachement que Jacques Glénat pouvait malgré tout avoir pour Katsuhiro Otomo, pour Akira. Bah oui, parce que pour lui c'était un auteur qui publiait en fait, donc il le traitait comme il le choyait comme un auteur. Oui, et puis si Akira a été publié dans le catalogue Glénat, c'était pas forcément, je dirais, c'était pas une volonté de faire plaisir à un éditeur japonais, c'était vraiment que Jacques Glénat l'avait lu, avait apprécié, avait accroché, donc avait aussi senti, je dirais, cette nécessité de le faire découvrir à un nouveau lectorat. Ouais, et puis toutes les équipes en interne à l'époque, je pense aussi, étaient bien motivées par pour ce genre de projet. mais voilà, c'est mignon et ça montre aussi la distance que peuvent avoir aussi les éditeurs français déjà à l'époque avec les auteurs avec qui ils ne sont pas toujours en lien direct, malheureusement. Voilà, je voulais juste finir cette petite partie avec cette anecdote. Parlons de l'édition ultime maintenant. L'édition ultime d'Akira. Je vais vous laisser. Ça a été compliqué. Combien d'années ça a été lancé en quelle année ? Ça a pris facile au moins 3 ans, je crois. Juste à la mettre en place. Non, à la mettre en place, gérer la partie contractualisation en tant que telle était relativement simple. C'est-à-dire que autant la première édition d'Akira, donc la cartonnée dont on parlait, a été assez longue puisque donc Jacques Glénat était au Japon en 88, le contrat a été signé en 1989, donc un an pour signer un morceau de papier, qui a une valeur juridique, bien évidemment, mais un an pour signer un morceau de papier, ça peut paraître énorme, et ensuite il a fallu le temps que ça sorte. Là, pour publier cette édition ultime, la partie contractualisation a été, on va dire, relativement simple. C'était plutôt pour toute la partie, on va dire, éditoriale et la partie fabrication qui était particulièrement complexe, puisque, comme on l'a dit, Akira date du milieu des années 80 au Japon, et forcément, la technique évolue, les procédés d'impression évoluent, les exigences même des presses à imprimer ne sont pas les mêmes, et donc on s'est retrouvé confronté à des problématiques justement liées à cette obsolescence avec quelques guillemets liées au fichier. Mais je pense qu'on va aborder ça. Mais du coup, juste moi pour revenir sur le déclencheur, c'est quoi qui a décidé de publier sous cette forme-là ? Alors, le déclencheur de cette nouvelle édition d'Akira, c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis quelques années déjà, puisqu'en fait, comme je disais, donc l'édition Omnibus dont tu parlais était en sens de lecture français, et lorsqu'on regarde même cette édition Omnibus, c'est en sens de lecture français avec des onomatopées traduites, donc ça veut dire remplacées, donc sans avoir les onomatopées de l'auteur. Dans le même temps, les onomatopées en sens de lecture français, on peut comprendre que ça aurait pas plu, et du coup avec une version qui était assez éloignée de la forme originale japonaise, puisqu'il n'y avait pas de couverture. Donc on se disait effectivement depuis quelques années, ce serait bien qu'on puisse ressortir une version d'Akira qui soit plus conforme à la forme japonaise, puisqu'on sait que de toute façon maintenant, le lectorat désire au maximum des versions au plus proches de la version japonaise, afin de pouvoir profiter du travail de l'auteur. Donc en fait, on était en train de réfléchir à une remise en place d'Akira. Comment est-ce qu'on le referait ? Est-ce que par exemple on sortirait les 6 volumes d'un coup ? Est-ce qu'on les sortirait au fil de l'eau ? Voilà. Donc c'était tout un tas de réflexions, on va dire éditoriales, qui étaient en bouillonnement dans les différents cerveaux de l'équipe éditoriale manga. Quelqu'un a donné quand même l'idée de faire une version en un seul tome ou pas ? Disons qu'en fait on a compté le nombre de pages et on s'est dit que très objectivement, un seul pavé de 2200 pages pour lire le soir dans son lit, c'est un peu saoulant. Ça ferait un beau défi en termes d'objets, tu vois. Ou un bon poisson d'avril. mais bon, à lire chez soi, c'est pas. Ça fera un très beau défi, mais par contre, effectivement, on essaie de garder l'optique, justement, lecture. Et donc, on s'est dit que ce serait pas forcément pertinent. Parce que, voilà. Donc, on réfléchissait comme ça sur les différentes possibilités éditoriales à appliquer autour d'Akira. Et il s'avère que, heureux coup du sort, nous apprenons que Katsuhiro Otomo est sacré Grand Prix d'Angoulême. Donc forcément, lorsque vous avez, je dirais, un bouillonnement, on va dire, éditorial autour d'Akira, et qu'on vous apprend que Otomo est Grand Prix d'Angoulême,
bon bah vous sentez qu'on va dire les étoiles sont alignées. C'est ça, comme on dit dans le jargon. Qu'il y a donc une chance que l'année suivante il soit aussi présent en France. Voilà, qu'il y a donc une chance. Alors à l'époque c'était même une chance, voilà, au sens propre, parce qu'effectivement on sait très bien, comme tu le disais, que les auteurs japonais sont vraiment protégés par leurs éditeurs, et que même s'ils ont une distinction aussi honorifique que celle de Grand Prix d'Angoulême, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront présents. Mais voilà, on savait qu'il y avait quand même quelque chose, effectivement, qu'Otomo allait être remis en avant. Et du coup, à partir du moment où un auteur est nommé Grand Prix d'Angoulême, on sait aussi, bien évidemment, tout le monde va s'y intéresser. En premier lieu, les journalistes. Et à partir de là, se pose la question du travail de l'auteur et du respect de son œuvre. Donc, ce qu'on a considéré, c'était qu'à partir du moment où les journalistes allaient s'intéresser justement à son œuvre, il valait mieux qu'ils s'y intéressent à partir d'un bon matériau. À partir d'une œuvre qui soit la plus proche possible de la version originale. D'où cette nouvelle édition. Et quand il est venu, vous avez pu parler de cette version avec lui ? Alors, on a pu discuter un petit peu avec Otomo lorsqu'il est venu, effectivement, lors du Festival d'Angoulême, puisqu'en fait, il a notamment fait une conférence de presse quelques jours avant. Et donc on a pu poser des questions, et après bien évidemment il a fait donc toute une intervention à Angoulême. Après, pour la partie on va dire en tant que telle autour de cette version, vous imaginez bien que Otomo, lorsqu'il vient pendant 4 jours à l'occasion du festival de la bande dessinée d'Angoulême, c'est pas forcément pour parler vraiment boulot en tant que tel sur alors à votre la avis chromie sur la page machin. À votre avis, le papier qu'on va utiliser, est-ce que vous êtes plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Donc ça, ce sont des éléments qui sont plutôt, on va dire, qu'on savait devoir gérer, mais qu'on a préféré, on va dire, aborder ensuite avec lui et avec Kodansha par la suite. Donc lorsque effectivement Otomo est venu à Angoulême, bien évidemment le projet de cette nouvelle édition était en cours, mais tout le suivi était plutôt parallèle à sa venue et pas concomitant. Et en plus, il y a eu un magnifique artbook. Oui, hommage par combien d'auteurs? Ils étaient une trentaine, cinquantaine? Ils étaient plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. En fait, il y a eu, alors c'était l'album Tribute to Otomo. C'est ça. Voilà. Donc Tribute to Otomo, c'était assez amusant parce qu'en fait, donc au départ, l'idée était de dire voilà, Katsuhiro Otomo, c'est la première fois qu'on a un vrai Grand Prix d'Angoulême pour un mangaka. J'insiste sur le vrai parce qu'il y a eu un prix d'Angoulême aussi pour Akira Toriyama, mais c'était une époque quarantenaire ou je sais quoi. Voilà, donc c'était un petit peu spécial. Et donc l'idée était aussi effectivement de montrer à quel point ce Grand Prix est aussi légitime par les auteurs, par des auteurs de bande dessinée, de comics, etc. Donc l'idée était de faire lors de sa venue, de proposer une exposition justement avec des œuvres hommages autour d'Otomo. Et donc, lors du festival bande dessinée d'Angoulême, il y a eu cette fameuse exposition avec un catalogue d'exposition des différentes planches. Ça, c'était un premier élément en janvier. Deuxième élément, il s'est avéré que les gens certains auteurs ont entendu parler de cette exposition et puis ils se sont dit mais moi aussi je suis super fan d'Otomo, ce serait trop génial, voilà. Donc il y a eu, on va dire, une deuxième exposition en juin, quelques mois plus tard, justement, augmenté avec justement des nouvelles collaborations. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait l'éditeur japonais n'avait pas forcément une conscience pleine de l'influence que pouvait avoir Otomo sur les auteurs de bande dessinée en Europe. Et donc à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'effectivement Otomo avait réellement influencé ça, ils se sont dit mais en fait Otomo il a aussi influencé des mangaka au Japon. Donc à partir de là, il y a eu ce catalogue d'exposition où les éditeurs japonais ont dit en fait on va faire pareil, puis on va rajouter les nôtres. donc il y a eu finalement on va dire une troisième exposition au Japon, donc avec des nouvelles planches et avec justement un album complet qui reprend l'ensemble de ces planches, donc de Tribute to Otomo, avec à la fois des planches françaises, des planches et des planches de mangaka, qui ensuite étaient publiées en recueil et distribuées en librairie. Et je terminerai juste par une toute petite anecdote. Je vois que tu veux reprendre la main. Je terminerai juste par une toute petite anecdote. C'était moi je sais que j'ai bossé un petit peu justement sur le catalogue d'exposition Tribute d'Otomo et ça m'a fait un pincement au cœur parce qu'en fait on a reçu une illustration justement par Taniguchi, dessinateur de Quartier Lointain. Donc forcément quand on l'a reçu, il était vivant. Et en fait pendant tout le temps tout le temps justement que le catalogue d'expo soit fait, etc., avec l'exposition lieu, entre temps malheureusement il est décédé. Donc lorsqu'on a reçu le catalogue d'exposition, on avait effectivement, je dirais pas forcément la dernière œuvre de Taniguchi, mais une qu'on avait véritablement eue, on va dire, très récemment.
Cette forme, cette édition d'Akira, c'est exactement la même que la japonaise ? Oui, c'est exactement la même que la japonaise, à quelques petites différences. Alors, j'ai quelques petites parce qu'en fait, tout simplement, les processus d'impression au Japon ne sont pas exactement les mêmes que nous. Je vais prendre un exemple tout bête, les pages de garde. Les pages de garde, il faut savoir, donc ce sont les pages qui sont à l'intérieur de la couverture. Il faut savoir que ces pages de garde, donc elles sont bien évidemment imprimées en couleur, ça y a aucun problème. Sauf qu'en fait, dans la version japonaise, elles ne sont pas collées sur la couverture. Elles sont simplement, je dirais, simplement la partie extérieure de ces gardes est collée, ce qui fait que quand vous pliez un petit peu la couverture, vous voyez une sorte de jour qui se fait entre la couverture et la page de garde. Ça, très clairement, en Europe, nos imprimeurs ne savent pas le faire. Donc là, on a discuté avec l'éditeur japonais, on leur a dit désolé, on aimerait bien être au plus proche, mais sur cette partie-là, on ne va pas pouvoir. Donc cette partie-là, effectivement, on a dû, on va dire, sacrifier ce point-là. Une question bête, le coût de faire imprimer cet Akira-là en Asie, il était démentiel ? Alors le coût de faire imprimer cet Akira-là en Asie, il n'était pas forcément démentiel. Le problème d'un Akira, c'est que on est sur du noir et blanc majoritairement. Ouais. Et grosso modo, imprimé en noir et blanc, on le fait presque aussi bien en France qu'en Asie. Oui, en Europe qu'en Asie. L'Asie, c'est très intéressant lorsqu'on veut soit des ouvrages à très forte valeur ajoutée avec des effets particuliers sur des jaquettes comme de l'embossage, du pelliculage, ou sur des artbooks par exemple. Ou alors lorsqu'on a effectivement beaucoup de pages couleurs, où là, ça peut être intéressant. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on imprime en Asie, certes, ça coûte moins cher, mais vous ajoutez aussi les frais de transport. Oui. Donc l'un dans l'autre, c'est un équilibre, et très clairement sur du manga noir et blanc, c'était vraiment pas pertinent. Ouais. Puis si tu dois réimprimer, tu dois tu dois également repartir pour l'Asie. Il y a à nouveau 3 mois d'impression plus bateau, etc. Et d'un point de vue du coup purement technique, cette édition, donc basée sur l'édition originale, elle a quoi de spécial ? Donc tu as parlé de ces gardes qui étaient collés mais que nous on n'a pas pu refaire à l'identique. Mais sinon il y a quoi de spécial ? Il y a une jaquette, Alors d'un point de vue purement technique, on est effectivement sur un livre, donc déjà en sens de lecture japonais, très important, donc avec sous-titrage des onomatopées, ce qui veut dire que vous avez les onomatopées de Katsuhiro Otomo d'origine, donc vous profitez encore plus de son dessin, avec donc bien évidemment une jaquette qui est conforme à la version japonaise, et enfin on en a profité justement pour proposer une nouvelle traduction, puisque l'idée était effectivement de dire voilà, on propose une nouvelle version d'Akira qui soit au plus proche des intentions initiales de l'auteur, donc allons-y complètement. Et d'ailleurs, faut savoir que quand on travaille avec le Japon, on leur fait valider énormément de choses. Sur Akira, on leur a tout fait valider. Quand je dis tout, ça veut dire qu'on leur a fait valider l'intérieur, la maquette intérieure. Et par la maquette intérieure, il y avait notamment certains choix d'onomatopée où ils nous ont alertés sur le fait que certains éléments pouvaient passer ou non. Et on sait très bien que quand un éditeur japonais nous dit ça peut passer ou non, ça veut plus souvent dire non. Que ça peut passer. Donc, comme effectivement ils nous ont alertés en amont sur ces éléments-là, on a retravaillé justement nos maquettes. Je me souviens que le tome 1 notamment, on a presque dû le refaire en entier sur une bonne partie des pages pour être conforme par rapport à ça. Ils vous demandaient de valider la fabrication aussi ? Alors, ils nous demandaient de valider la fabrication, oui. Mais sur tout ce qui concernait les pages couleurs. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandaient de valider la fabrication. Donc, ils validaient dans un premier temps la maquette. Donc ça, on leur envoyait un PDF pour qu'ils vérifient qu'on n'avait rien oublié. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, une fois qu'ils nous avaient validé la maquette, il fallait procéder à des essais d'impression. Donc essais d'impression, non pas sur les pages noir et blanc, parce que ça, bien évidemment, c'est pas très très compliqué à faire, mais sur toutes les pages couleurs. Alors, ça peut prêter à sourire parce que toutes les pages couleurs, on se dit c'est bon, c'est un manga noir et blanc, j'ai 220 pages noir et blanc, vous allez pas m'embêter pour quelle page couleur. En fait, dans les pages couleurs, il y a donc les 16 pages couleurs qui sont au début, il y a la couverture, il y a la jaquette. On peut se dire ok, c'est facile. Maintenant, j'ajoute un petit ingrédient mystère qu'on appelle des encres qui fait que les encres au Japon ne sont pas les mêmes que les encres en Europe. Donc à partir du moment où, je me souviens très nettement, c'est le Akira numéro 2, vous avez une jaquette qui est sur un vert fluo. Vous avez une jaquette qui est sur un vert fluo. Vous vous dites, c'est bon, nickel, je prends un vert fluo européen. Et là, vous regardez les deux verres, vous dites, je comprends pas, vert fluo, pour moi, dans mon esprit, c'est un concept, il n'y a qu'un seul vert fluo. Quand je vais acheter mon Stabilo Boss, j'ai pas 50 nuances de vert fluo, j'en ai un et pas l'autre. Et là, on regarde les dés et on se dit, non, c'est pas la même chose. Donc on va regarder les fichiers. On regarde les fichiers informatiques et on se dit, en fait, eux n'utilisent pas ce verre-là. Et donc, il va falloir qu'on fasse des essais d'impression, avant même d'envoyer au Japon, qu'on fasse des essais d'impression pour se rapprocher de ce que eux...
Donc voilà. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, ils impriment en plus de couleurs. Ils impriment aussi en plus de couleurs. En général, ils impriment en 5 couleurs. Donc ils impriment généralement donc en 4 couleurs. Donc de base, imprimé en 4 couleurs, donc c'est du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Et avec ça, on peut représenter, on va dire, quasi l'intégralité des couleurs normales. Ouais, c'est ce qu'on a à la maison dans l'imprimante. Voilà, c'est ça. Sauf que on peut pas représenter donc ni le fluo ni le métal. À ça, donc ils ajoutent une 5e couleur. Cette 5e couleur peut être un fluo. Bien évidemment, là on peut pas l'avoir. Ou sinon, tout simplement, une 5e couleur qu'on peut aussi appeler un ton direct, qui pourrait se rapprocher par exemple d'un tube de peinture. Je dis n'importe quoi, sur l'Akira 6, vous avez des fonds qui sont un peu rouge orangé. Et ben en fait, quand vous regardez, et ben vous apercevez que sur la version japonaise, c'est pas du rouge orangé en quadrille, c'est-à-dire que vous n'avez pas des petits points blancs, enfin des petits points cendres, des petits points magenta. Vous apercevez que c'est vraiment une seule couleur, un tube de gouache. Donc forcément, quand ils impriment avec ces couleurs-là, nous on essaie d'obtenir un résultat qui soit au plus proche, avec des encres qui sont pas les mêmes, donc il y a un phénomène de calage. Compliqué. La jaquette, la jaquette est en anglais aussi. Alors la jaquette, elle est en plusieurs langues, et ça on respecte la version japonaise. C'est-à-dire qu'en fait sur la version japonaise, on a constaté donc sur les 6 volumes qu'il y avait un rabat de jaquette qui était dans une langue qui dans mes souvenirs je crois est toujours en anglais, et un rabat de jaquette où la langue diffère. Ouais. Voilà. Donc, comme l'idée était de proposer une version qui soit au facsimilé de la version japonaise, on a conservé ces jaquettes-là. La seule, on va dire, coquetterie qu'on s'est permise, c'est que je crois qu'il y a une jaquette qui est en français, un rabat de jaquette qui est en français, où là, on a quand même essayé un petit peu de corriger le texte, parce que ça se serait vu. Ça, c'est marrant. Voilà. Elle a coûté cher cette édition ? Oui, elle a coûté cher parce qu'on est sur des formats qui sont très particuliers. On est donc on est sur du grand format, on est sur des tirages qui ne peuvent pas forcément être doublés. C'est-à-dire que en termes de fabrication, un des moyens de réaliser des économies, c'est d'imprimer ce qu'on appelle en amalgame. C'est-à-dire que par exemple les jaquettes vous imprimez sur des feuilles. Imaginons vous avez par exemple 5000 feuilles, vous avez 5000 feuilles. Vous voulez faire 5000 exemplaires d'un bouquin. Et sur une feuille vous mettez par exemple deux exemplaires d'une jaquette. Ça veut dire que vous imprimez 2500 feuilles que vous découpez. Bon, vous avez des frais qui sont des frais de calage qui sont fixes, quel que soit le nombre de tirages. Bon, imaginons par exemple, plutôt que faire simplement un volume, vous fassiez 2 volumes. Vous avez toujours besoin de 5000 pauses, mais comme sur votre feuille, vous pouvez mettre 2 pauses, et vous imprimez 5000, vous imprimez cette fois-ci 5000 feuilles, et donc, qui vous permettent d'avoir 5000 jaquettes du tome 1 et 5000 jaquettes du tome 2. Donc, du coup, les frais d'impression fixes de la machine sont divisés par 2, ils sont imputés pour moitié sur le tome 1 et pour moitié sur le tome 2. Sur Akira, c'était pas possible, pour la bonne et simple raison que les presses européennes font qu'on peut avoir effectivement du 5 couleurs, donc quadrille plus Pantone, mais quand vous imprimez... c'est pas le même Pantone entre les deux. Voilà, vous pouvez pas faire vos impositions et vos amalgames. Donc on était vraiment obligé de raisonner presque en volume one shot d'un tome à l'autre, avec bien évidemment aussi le processus de validation qui allait avec. Et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais donc vous faisiez tout valider, survalider par les ayants droit. On faisait tout valider, survalider, et tant que mais ça de toute façon c'est une règle pour le manga. Tant que nous n'avons pas la validation japonaise, le titre ne peut pas être imprimé. Et du coup j'allais dire, et l'auteur dans tout ça, parce qu'on sait qu'Otomo il est assez réputé pour être exigeant envers lui-même et surtout qu'il invente des couleurs. Surtout qu'il invente des couleurs. Et est-ce que je sais pas, le fait qu'il y ait une nouvelle édition de son œuvre, il en a pas profité pour se dire cette page je la referais bien, ou il y a peut-être un truc que je retoucherais ou... Alors, on n'a pas été en contact direct avec Otomo, donc peut-être qu'effectivement il y a eu des échanges comme cela entre Katsuhiro Otomo et donc son éditeur. Nous, on a juste eu les consignes de Kodansha sur ce qu'il fallait faire et surtout en fait, ce qu'il fallait pas faire quand ça n'était pas validé. Mais il est vrai que par moment, on a bien senti qu'on était sur des œuvres qui étaient assez anciennes, puisque lorsqu'on avait du matériel, par exemple, qu'il fallait retoucher, des images. Je me souviens notamment d'un tome fin du tome 2, je crois. On a une double page avec des immeubles qui sont totalement ravagés, etc. Les images japonaises qui nous étaient fournies étaient des images qu'on appelle aplaties, c'est-à-dire qu'avec le texte japonais qui était intégré dans l'image. Donc, quand vous devez le remplir en français, vous avez 2 options. Soit vous faites la première option qu'on a fait dans le milieu des années 90. On efface. Voilà. Non, on met un texte plus gros que le japonais. Ah oui, c'est vrai. On met un texte plus gros que le japonais et donc du coup, on perd du dessin japonais.
Mais ça, c'est ce qui se faisait au début, et maintenant, bien évidemment, on n'est absolument plus dans ces logiques-là. Soit par contre, vous faites presque de la dentelle, et donc vous effacez le japonais, vous redessinez un petit peu l'image, vous vérifiez tout, etc. Et donc, oui, on a eu des cas comme ça, où comme le matériel qui nous avait été fourni était un matériel qui était ancien, il a fallu véritablement faire preuve de minutie et de précision pour que le résultat soit optimal. Et ce qui est amusant, c'est que justement, à un moment, Kodansha nous a contactés, il nous a dit vous les avez où ces images? On peut récupérer les fichiers que vous avez Et donc on leur a dit écoutez, on a travaillé au mieux l'œuvre de l'auteur pour satisfaire justement le respect que nous avons par rapport à son travail, et donc on a dû retravailler. Donc effectivement, pour eux, ils étaient persuadés que ils nous avaient filé une image eux-mêmes qu'ils avaient qui était cachée, alors que non, on leur a dit on a retravaillé pour rendre hommage au travail de l'auteur. Oui, nous on a tout en SD. Comment vous faites? Je comprends pas. Vous pouvez nous envoyer celles sont le texte. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pour les éditions dans d'autres pays, on vous racontera. Mais gratuitement, évidemment, on vous renverra le CD, bien sûr. Il se dit que les premiers fichiers reçus étaient absolument pas conformes, mais genre pas du tout. Alors, c'est pas que les fichiers reçus n'étaient pas conformes, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'expliquais tout à l'heure, la chromie japonaise et la chromie française ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc quand vos encres japonaises diffèrent de vos encres européennes, vous êtes obligé de les calibrer. Après, effectivement, lorsque nous avons justement validé le concept d'une nouvelle édition auprès de l'éditeur japonais nous a fourni des fichiers. Et donc ces fichiers qui nous ont été fournis, ensuite, nous ont été fournis également avec des feuilles de tirage. Parce que justement, les éditeurs japonais avaient pleinement conscience que nos encres n'étaient pas les mêmes. Ok, alors c'est complexe. Donc on vous envoie des fichiers informatiquement, par mail, par exemple. On fait un WeTransfer. Voilà. Et ensuite, on vous envoie par la poste. Voilà, par la poste, on nous envoie des feuilles de tirage, donc juste un peu comme le bouquin, mais juste pas relié, pas coupé, pas imprimé. Voilà, des feuilles de tirage sur lesquelles nous baser. Pour une raison toute simple, c'est que vous imaginez que si nous avait envoyé un Akira qui date du milieu des années 80, un Akira qui est resté dans une bibliothèque qui a pris le soleil, oui, l'encre de la jaquette n'a pas du tout la même couleur. Donc c'est un phénomène tout bête, puisque dans les encres réagissent à la lumière. Donc forcément, pour qu'on puisse proposer une édition qui soit conforme justement à ces couleurs japonaises, ils nous ont envoyé directement des feuilles de tirage sur lesquelles on pouvait se baser. Et vous en avez du coup des vieilles éditions japonaises qui traînent dans les bureaux? Oui. Elles ont vieilli comment? Mal parce qu'en fait, je vais vous prendre un exemple tout bête, et puis vous le voyez aussi même dans les mangas, les mangas classiques, les mangas de poche, vous le voyez tout simplement au niveau de la couleur du papier intérieur, parce qu'en fait le papier intérieur qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle du papier avec traces de bois, c'est-à-dire que c'est un papier qui contient de la lignine, et c'est une molécule qui réagit à la lumière. Donc en fait, plus le livre est exposé à la lumière, plus la molécule réagit et plus le papier devient jaune. Donc si vous cachez votre livre dans une cave, alors pas humide, parce que sinon il arrive d'autres problèmes, il gondole. Voilà. Mais si vous cachez votre livre à l'abri de la lumière, la lignine ne réagira pas, et donc vous garderez votre teinte. Mais comme en général, quand vous prenez un livre, c'est plutôt pour le lire, donc il faut de la lumière. Donc au bout d'un certain temps, ce papier varie. Et c'est exactement pareil pour les versions japonaises. Mais du coup, tout ça, c'est un boulot de titan, en fait, tout ce que tu nous dis, les feuilles de tirage qui arrivent, les machins. Est-ce que quelque part, c'est un peu ça qui explique, parce que bon, là, on va un peu commencer à parler des choses qui fâchent, mais les retards qu'il y a eu sur cette édition, parce que ça a beaucoup fait parler. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un travail qui est déjà un travail de recherche au niveau de la couleur, vous devez déterminer que la couleur que vous allez utiliser correspond à celle qui est japonaise. Déjà, ça prend du temps. Ensuite, vous avez effectivement le fait de la validation japonaise, qui peut également prendre du temps. Une fois que vous avez la validation japonaise, vous avez l'essai d'impression, parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, on ne peut pas procéder à l'essai d'impression tant qu'on n'a pas la maquette de validé. Oui. Et donc, une fois qu'on a l'essai d'impression, donc il faut envoyer les feuilles de tirage au Japon. Et à partir du moment où vous envoyez les feuilles de tirage au Japon, c'est pas, on va dire, le service droit étranger de l'éditeur japonais qui va valider ça. Il va passer, ça va remonter jusqu'à l'éditorial, et donc jusqu'à aussi l'éditeur, et donc jusqu'à l'auteur. Et donc pour ça, il faut que d'une part l'éditorial ait du temps dans son planning, puisque ils ont d'autres choses à faire voilà, aussi. Ils ne gèrent pas que le Akira français, et que l'auteur soit également disponible. Donc ça fait en fait toute une succession de paramètres qui, mis bout à bout, a impliqué effectivement un certain nombre de décalages. C'est-à-dire qu'au départ, pour être tout à fait honnête, on pensait que ça se passerait beaucoup plus facilement que ça, parce qu'on avait un petit peu, on va dire, mésestimé la complexité de ces validations.
Et lorsqu'effectivement s'est posé le problème justement de cette chromie, de ces essais d'impression, etc., là on a, on va dire, un petit peu changé notre fusil d'épaule, sauf que le mode de fonctionnement, on va dire, d'une maison d'édition fait que les titres ont déjà été annoncés, donc comme ils sont annoncés, il faut qu'on les décale. Et comme il faut qu'on les décale, et ben forcément les gens sont au courant qu'ils décalent, et donc ils pensent que du coup c'est qu'il y a un problème, alors qu'en fait non, c'est juste qu'on sait que du coup la date qu'on a annoncée, il faut la mettre à jour. Donc voilà, donc c'est un peu tous ces éléments mis bout à bout qui font que Akira a pris effectivement énormément de temps à apparaître. Vous vous êtes fait bien bâcher quand même par moment sur les réseaux sociaux. Oui. Non, mais vous avez dû faire genre des réunions, comment répondre. Vous avez fait une communication de crise. Alors, comment vous avez géré ça? Bien, la preuve on est encore vivant. La preuve on est encore vivant et je viens répondre aux questions. Donc, alors comment est-ce qu'on a géré ça effectivement? C'est-à-dire que, bien évidemment, dans un premier temps, on écoute les critiques qui nous sont faites et on n'était absolument pas dans une optique de dire non, c'est pas moi, c'est pas notre faute, etc. parce qu'on avait conscience de ces problèmes et nous considérons effectivement que quand on a un problème dont on a conscience, ça sert à rien de se le cacher et de dire on est désolé, etc. Donc c'est pour ça que les communiqués que nous avons faits vis-à-vis de la communauté, c'était des communiqués qui avaient pour but d'être clairs sur la situation, qui avaient pour but de rassurer, puisqu'il faut savoir que en particulier sur les réseaux sociaux, mais même du bien général dans la vraie vie, à partir du moment où il y a un problème sur un bouquin, les gens comprennent le bouquin ne sortira plus jamais. Oui. Donc forcément on les a rassurés en leur disant non, c'est pas que le bouquin ne sortira plus jamais, c'est que nous sommes confrontés à certaines problématiques qu'on est en train de résoudre. Ça va prendre du temps, on sait que vous êtes frustrés et nous aussi on est frustrés parce que je veux dire, nous on s'est pas amusé à mettre ça fait pas plaisir de décaler. On s'est pas amusé à mettre 3 ans juste pour le plaisir de décaler le titre. Donc on a entendu ça, on a écouté, on a expliqué justement que le projet Akira nouvelle édition n'était absolument pas remis en cause, mais simplement qu'il y avait des complexités techniques plus importantes qu'il fallait gérer. Et ensuite, effectivement, on a bien évidemment informé le public avec un communiqué qui présentait à la fois ces éléments-là, ces problématiques techniques et qui les rassurait sur le fait que les bouquins sortiraient bien en temps et en heure. Et ensuite, en parallèle, avec notamment le service commercial qui du coup lui je dirais est en relation directe avec les libraires, nous les informions des différentes avancées. C'est-à-dire que lorsque par exemple on avait la validation japonaise, alors je parlais pas de la validation japonaise du PDF parce que ça c'était pas forcément très pertinent, mais lorsqu'on avait la validation japonaise de la chromie et des essais d'impression, on pouvait communiquer sur les réseaux et aux libraires, le bouquin part en impression. Le bouquin part en impression, malheureusement il s'est avéré que je crois que c'est sur le tome 5 d'Akira, et l'imprimeur nous a rajouté une semaine de plus dans la vue. Oui, donc, bon, c'est bon, il sort là, voilà. Et non, il sort la semaine d'après. Oui, parce qu'il y a le problème des japonais, mais après il y a le problème de nos imprimeurs aussi. Voilà. Donc, alors que pourtant on avait pris des délais raisonnables. Mais effectivement, entre un imprimeur qui vous rajoute une semaine dans la vue, qui on va dire entre guillemets assez gérable pour un libraire, effectivement un titre qu'on doit décaler plusieurs mois pour des problèmes d'essai chromie, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Le camion du distributeur qui crève un pneu, tout ça arrive. Mais tout est possible. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est des accidents, tout ça arrive. Mais bon, bref. Vous savez que, alors, ça concerne pas Akira, mais on a eu le cas d'un titre où en fait les bouquins devaient partir d'Italie pour être livrés chez notre distributeur, et en fait ils se sont trompés de transporteur, donc les bouquins sont partis en Scandinavie. Ok, on a des mangas en français. Ouais, c'est ça, quoi. Mais ça se lit dans quel sens déjà là, ce truc. Et bref, en fait, maintenant, maintenant on l'a dit, elle est enfin sortie dans son intégralité cette édition. Donc, du coup, les fans qui vous bâchaient avant, ils en pensent quoi maintenant? Ils sont assez contents de cette édition. Les fans sont assez contents parce que en fait, ce qui les gênait véritablement dans la publication de cette édition, c'est que c'était une édition qui était en cours. Ouais. Et il n'y a rien de plus frustrant que l'attente. C'est un peu la même chose quand vous regardez une série télé ou sur n'importe quel canal de streaming. Vous êtes content de finir une saison, mais il y a un cliffhanger de malade et du coup vous attendez un an d'après. Donc voilà. Et là, non, moi j'adore ça. Non mais c'est vrai, j'arrive pas à binge-watcher. Ah oui, t'aimes bien te garder ton petit suspense. 3 épisodes maximum, c'est ce que je peux pas faire plus. Je comprends, je suis d'accord. Bref. Et donc le problème avec Akira, c'est qu'effectivement on leur proposait une édition qui correspondait à leurs attentes, mais avec un rythme de publication qui ne correspondait pas à leurs attentes et à ce que nous leur avions indiqué au départ. Donc en fait c'était non pas une frustration du livre, une frustration de l'œuvre, oui, parce que Akira était connu. Oui, et puis on n'a pas vu effectivement de commentaires sur l'objet en lui-même. Personne ne critiquait la fabrication qui était plutôt... alors il y a eu parfois quelques problèmes d'impression parce que telle page était trop ancrée, etc. Ça peut arriver, mais effectivement au global on n'a pas eu de problème comme ça. Par contre,
il y avait une frustration réelle liée à l'attente et à la publication des bouquins. Et à partir du moment où vous avez la série complète, cette frustration, elle n'a plus lieu d'être. Bah oui. Donc du coup, comme vous n'avez plus cette frustration, vous pouvez réellement profiter d'Akira et du coup le lire vraiment en entier en sens de lecture japonais et vous dire ça y est, je me suis enfin lu les 2200. En parlant de frustration en interne, il y en a qui l'ont plus mal vécu que d'autres, ou c'est le boulot et c'est le boulot donc ça passe, ou il y en a qui ont vraiment fait des cauchemars? Non, on n'a pas forcément fait de cauchemar d'Akira, mais c'est vrai que ça a occupé une bonne part de notre travail, notamment parce qu'Akira était un des titres pour lesquels justement j'étais éditeur référent. Donc c'est vrai que lorsqu'on gère de fond des problématiques liées à la maquette, ça c'est pas trop grave, liées aux essais d'impression, etc. C'est vrai que des fois il faut un petit peu réfléchir parce que un éditeur, c'est tout bête, mais un éditeur c'est pas un fabricant. Un éditeur, il sait éditer des livres, mais il connaît pas forcément l'ensemble des spécificités techniques d'un bouquin. Donc pour ça, effectivement, il peut s'aider d'un fabricant. Mais un fabricant, lui, il connaît les règles d'impression en Europe. Donc il s'est dit voilà, ils font ça au Japon, comment on fait? Bon faut aussi lui laisser. Oui, il faut que j'étudie un petit peu la question. Voilà. Mais donc, bon, moi j'ai encore plein d'autres BD à faire. Tu vas pas commencer à m'emmerder. Voilà. Donc non, on n'a pas forcément fait de cauchemar par rapport à Akira. Très clairement, lorsqu'on a eu la validation des tomes 5 et 6 en disant c'est bon, vous pouvez procéder à l'impression, ça a été un immense soulagement. Non pas qu'on stressait de cette validation, mais on se dit ça y est, on voit enfin le bout du tunnel et c'est pas la lumière parce qu'on est en train de mourir, c'est vraiment parce que c'est vraiment parce que voilà, on pourra enfin proposer une version complète. Et tu te souviens des petits détails qui sont pas passés à la validation à part les couleurs? Alors, qu'est-ce qui a fait toquer les ayants droit? Alors, ce qui a fait tiquer les ayants droit, en premier lieu, il y avait des questions, on va dire, donc il y avait parfois quelques questions de maquette sur déplacement. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout bête. Donc, on expliquait tout à l'heure qu'on imprime en 4 couleurs. Donc, quand on imprime en 4 couleurs, ça veut dire qu'on imprime par exemple d'abord le cyan, puis le magenta, puis le jaune, puis le noir. Bon, imaginons, on reçoit donc en fait, un des cas qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a reçu les essais d'impression, on les a validés. Et on les a envoyés, on les a validés. Pour nous, ils étaient bons, on les a envoyés au Japon. Au Japon, ils les ont reçus, ils ont sorti leur loupe, ils ont étudié, et ils nous ont dit, là, le verre, il dépasse de 0,2 mm, il faut changer ça. Donc ça, on remonte l'information au fabricant qui nous dit ouais, mais là en fait on a un souci, c'est que ça fait partie des normes européennes admises en termes d'imprimabilité. Oui, donc leurs machines ne peuvent pas faire mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'engager que oui, ils feront du mieux qu'ils peuvent, mais on ne pourra pas leur reprocher, leur dire vous me détruisez toutes ces jaquettes que vous avez imprimées parce que ça dépasse de 0,2 mm. Ça fait partie des normes européennes. Ouais, c'est une marge qui est admise, quoi. Voilà, c'est une marge qui est admise. Donc effectivement, là, il y a du coup parfois besoin d'expliquer. Il y a aussi après des échanges avec les éditeurs japonais. Alors fort heureusement, hein, les éditeurs japonais sont pas obtus. On peut leur expliquer les problématiques. Ce qui est important en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les éditeurs japonais, ils sont au Japon, donc oui. Ils sont pas, et donc il faut simplement leur expliquer les problématiques. Et à partir de là, ils peuvent dire oui, ça ok, on comprend, on peut faire un effort, ça on comprend pas. Donc effectivement, il y a par exemple des problèmes de calage. Il y avait des problèmes de chromie. Donc la chromie, par exemple, tel personnage, il a la peau trop rouge. Et donc t'es là, tu fais oui, alors en fait tel personnage il a la peau trop rouge, mais c'est parce que l'essai d'impression qu'on vous a envoyé, c'est un réel essai d'impression. C'est pas un essai d'impression avec le pelliculage. Ouais. Donc, puisque vous nous avez demandé de nous baser sur les feuilles de tirage, les feuilles de tirage que vous nous avez données n'ont pas de pelliculage. Voilà, donc il y a tout un tas effectivement d'échanges et d'explications, ce qui fait qu'en fait, au niveau des processus de validation, il fallait vraiment, on va dire, tout détailler, tout expliquer, mais de manière très claire, hein, sans aménité, sans agressivité aucune. Et pour expliquer, voilà, on vous envoie ça, vous allez recevoir ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y en a? Et les difficultés, vous les avez surtout subies sur les sur les premiers tomes, on va dire, ou petit à petit vous avez commencé à anticiper justement ce genre de truc? Non, on a anticipé au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, sur le tome 1, la difficulté principale, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, où on avait opéré des choix en termes de maquette, où là les Japonais se sont dit oui, ça va, la validation risque de prendre du temps si vous choisissez ça.
Donc à partir de là, on fait bon, alors on va changer notre fusil d'épaule et on va refaire. Mais du coup, au niveau des onomatopées par exemple, ou du placement des textes. Au niveau des onomatopées, au niveau du placement des textes, etc. Parce qu'effectivement, une des questions qu'on s'était posées justement sur les onomatopées, c'était de se dire bon, est-ce qu'on les sous-titre ou est-ce qu'on les remplace. Voilà, pour le coup, c'était vraiment une question par rapport au fait que Akira était lu par non pas simplement uniquement des lecteurs de manga, mais voilà. Et on était encore en phase de réflexion et donc on avait fait quelques essais et effectivement ils nous avaient dit bon bah non pour les en fait c'était pas pour les onomatopées parce que les onomatopées dès le départ on savait qu'on voulait les sous-titrer pour respecter l'œuvre d'Otomo. C'était pour les panneaux. Pour les panneaux parce qu'effectivement on considère que idéalement, enfin nous notre leitmotiv entre guillemets lorsqu'on édite un manga, c'est de favoriser au mieux l'expérience de lecture et surtout la fluidité. Et la fluidité de lecture, pour la garantir, il vaut mieux par exemple traduire des panneaux que mettre des notes. Voilà. Bien sûr. Et notamment dans Akira, il y a beaucoup de panneaux d'autoroute avec tourner à gauche pour aller au stade. Donc au départ, c'est le problème quand on fait de la moto, ça. C'est ça. Donc au départ, on s'était dit, ces panneaux-là, on va les traduire. Parce qu'effectivement, l'expérience de lecture est quand même beaucoup plus claire. Et là, il nous dit, oui, mais vous pouvez, mais c'est considéré comme une retouche de l'auteur, ce qui est du travail de l'auteur, ce qui est vrai. Donc voilà. Donc à partir du moment où l'éditeur japonais nous alerte sur ce problème, on se dit non, on va pas non plus se rajouter des complexités. Donc effectivement pour ces panneaux on a dit d'accord, pour les panneaux etc on va les sous-titrer, ce qui explique par exemple aussi que lorsque vous ouvrez Akira, je crois que c'est le tome 1 ou tome 2, que vous avez une double page, vous avez Akira qui est marqué en japonais qui est sous-titré. Oui, bien sûr. Parce que justement pour le coup c'était un travail calligraphique de l'auteur et il nous a été demandé de le conserver. Donc en fait, au fur et à mesure des tomes, on a eu des problématiques différentes. Donc ça, c'était sur le tome 1. Une fois qu'on sait que, on va dire, les panneaux, on va les sous-titrer, on se pose pas vraiment la question pour les tomes 2 à 6, on continue à les sous-titrer. Oui, bien sûr. Mais après, effectivement, interviennent les paramètres, justement, dont je parlais, qui sont eux beaucoup plus complexes, qui sont justement les paramètres de couleur liés notamment au jack. Paramètres techniques. Est-ce que vous avez réussi à esquiver quelques obstacles avec les tomes 1 et 2, arrivent les tomes 3 et 4. Est-ce qu'au niveau du 5 et 6, les ayants droit se sont dit ça va un peu vite, on va rajouter des obstacles en plus? Non, les ayants droit, comme je disais, les ayants droit, leur rôle n'est pas de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est simplement de faire en sorte que l'œuvre d'Otomo soit éditée de la meilleure manière qui soit à l'étranger. Oui, mais dans le travail, souvent quand on nous soumet quelque chose à valider, qui qu'on soit, qui que ce soit, on a envie de dire quelque chose. Alors du coup, si c'est trop parfait à la fin, on a envie de trouver une petite bête en plus qu'il n'y avait pas avant. Des fois, on peut avoir envie de trouver une petite bête, mais là, en l'espèce, non, l'éditeur japonais, pour le coup, était, je dirais, parce que il était très compréhensible par rapport à ça, très compréhensif, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si nous, on a mis 3 ans pour sortir le titre, ça veut aussi dire que eux, on les a un peu embêtés pendant 3 ans pour qu'ils le valident. C'est pas faux. Donc, et qu'ils en avaient marre. Ouais, c'est bon les Français là. Voilà, donc je dirais, ils ont toujours été extrêmement professionnels à nous faire les retours nécessaires en temps et en heure, mais bien évidemment, non, ils se sont pas amusés à rajouter des trucs en disant au tome 6 on vous l'avait pas dit, mais en fait il faudrait changer. Non. Voilà. Non. Et puis pour la réimpression des premiers, vous le ferez aussi. Voilà. L'impact d'Akira en France est relativement énorme puisqu'on date la sortie d'Akira comme le début du manga en France. Grosso modo, oui. Bon, clairement, c'est un marqueur en France, c'est un marqueur pour beaucoup. Tu penses qu'avec cette édition, il y a eu un impact supplémentaire sur une nouvelle génération de lecteurs? Alors je pense qu'avec cette édition, il y a eu un impact supplémentaire pour une nouvelle génération de lecteurs pour une raison relativement simple. C'est que lorsqu'on sort une nouvelle édition, en termes de commercialisation, c'est considéré comme une nouveauté. Donc quand c'est considéré comme une nouveauté, ça veut dire que dans les librairies, c'est mis en avant sur les tables. Donc cela veut simplement dire que les lecteurs qui sont allés justement en librairie ont vu les titres qui étaient mis en avant sur les tables et pas simplement rangés dans les étagères. Donc ils ont pu bien évidemment le prendre et le lire, ou même s'ils ne l'ont pas pris ou ne l'ont pas lu, ils l'ont vu. Et donc vu mis en avant, donc déjà rien que ça permet à ces lecteurs de prendre conscience de ce que c'est. Je vais prendre un autre exemple à contrario. On a une visite d'étudiants. On a eu une visite d'étudiants japonais il y a quelques semaines aux éditions Glénat, où du coup on leur présentait le manga en France, etc. Et notamment je leur faisais un petit peu l'historique, Akira, Dragon Ball, One Piece. C'est la première année où en fait l'interprète me dit en fait ils sont trop jeunes, ils connaissent pas Akira.
Voilà. Donc le fait c'est voilà. dur, ça, quand même. Donc voilà, ça fait un petit peu mal, mais du coup le fait d'avoir publié une nouvelle édition d'Akira qui a été mise en avant en librairie, qui a permis à des gens de découvrir cette version, voire même de se la reprocurer parce qu'ils avaient la version cartonnée il y a très longtemps et que du coup ils estiment que maintenant il vaut mieux celle-ci. Oui, ça nous a permis de rencontrer et de conquérir, on l'espère en tout cas, de nouveaux lecteurs. Akira, après, ça a influencé le monde entier. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tout simplement. Je m'étais fait une petite liste dans Matrix, il y a carrément des scènes, alors plutôt piquées au film que qu'au manga. C'est le film quelque part qui a vraiment marqué, je pense, internationalement. Mais bon, vu que le film il est adapté, il est adapté du manga, on peut considérer que c'est le manga. Parce que je crois que c'est Neo qui arrête les balles, comme peut-être. Comme dans Akira. J'avais noté Kanye West. Qui a carrément fait un clip Akira quoi. Les Simpsons qui ont carrément fait une version Akira. Oui, c'est un générique ou c'est je me rappelle. Je crois que c'est juste une mais scène. Je me rappelle que il y a la scène du dérapage de moto qui de toute façon a été quand la moto dérape, tu sais, dans Akira, c'est une espèce de plan hyper culte qui a été repris. Mais je crois qu'il y a sur Reddit ou 9gag, je sais plus où, il y a un mec qui a fait tous les hommages à ce plan dans l'histoire du cinéma, mais il y en a tellement, c'est incroyable. Une moto qui vient du film Easy Rider et du film Tron. Il a mixé les deux idées. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, nous, ce qui nous avait expliqué Otomo, c'est que donc la moto d'Akira, en fait, il était fan dans sa jeunesse, il était fan d'une moto italienne et qu'en fait, il avait designé justement en référence à cette moto italienne. D'accord. Donc, peut-être qu'effectivement, il a mélangé différentes influences. Ce que je te dis, c'est un truc qu'il a dit à la conférence à Angoulême. D'accord. Ok. Il a dit qu'il était fan de Dennis Hopper dans Easy Rider. Et qu'en plus Tron l'a aussi influencé. D'accord. C'est vrai qu'elles sont assez, malgré tout. Peut-être une moto italienne qui se balade. Et donc du coup il avait pas parlé de la moto. Enfin j'ai pas souvenir, j'avais pas noté en tout cas. J'ai noté que Sting l'avait aidé pour le design de Tetsuo. Ah oui, d'accord. Vous voyez Sting, mais Sting jeune, pas Sting aujourd'hui. Mais c'était peut-être le Sting dans Dune, parce qu'il jouait dans Dune de David Lynch. Sting, c'est peut-être celui-là, effectivement. Peut-être. Et j'avais noté quoi d'autre ? J'avais noté que qu'il se servait d'illustration de Don Quichotte de Gustave Doré. Oui. Exactement. Pour faire ses personnages. Ouais. Cherchez, tapez sur Google Images, Gustave Doré, Don Quichotte. Ouais, c'est ça. Akira, Otomo s'inspire de Gustave Doré. Voilà. Et il inspire lui-même après plein de gens. C'est magnifique. La boucle est bouclée. C'est surtout l'influence sur les auteurs français. On parlait de Métal Hurlant en début d'émission. Il y avait Jean-Pierre Dionnet qui avait raconté sur sa rencontre avec Katsuhiro Otomo. On devait être en 91 sur sa première venue en France à Angoulême. Et il raconte, Fabrice Giger me présente à Otomo avec un traducteur intermédiaire en disant que j'étais une star de la télé. Otomo me regarde comme on regarde passer un train et se replonge dans son dessin. Je demande à ce qu'on lui dise que je viens de la bande dessinée et que j'ai fait Exterminator 17. Et là, excité comme une puce, il sort un album d'Akira et montre une case avec un tombeau et un 17 au-dessus. Il m'explique que c'est de là que l'idée lui est venue, l'idée d'Akira. Et voilà, j'étais vachement content et je lui ai dit mais vous en avez fait une saga gigantesque. C'est ça qui est intéressant avec Otomo, c'est qu'il était vachement lui-même influencé par des auteurs de BD européennes, donc c'est assez, effectivement, Benoît parlait de boucle, c'est assez comment dire, beau quoi, que finalement lui-même inspire des auteurs européens derrière quoi. Ah bah oui, clairement. Ça c'est un phénomène global qu'on retrouve bien évidemment dans la bande dessinée, dans le comics et dans le manga, où je dirais la particularité de la création, c'est qu'elle s'abreuve et elle se nourrit de tout ce qui existe, pas seulement l'air du temps, pour ensuite on va dire être retravaillé, réassemblé et ensuite être transformé par la patte de son auteur. Et il y avait une dernière légende urbaine. Celle-ci, elle prête un petit peu plus à discussion. C'était Jodorowsky dans une interview à Vice qui avait expliqué que sans le vouloir vraiment, il était à l'origine de la fin d'Akira. Il raconte pour Vice, Otomo me dit qu'il est bloqué sur Akira, qu'il ne trouve pas la fin. Moi je suis sous. Je lui raconte une fin délirante que j'invente en même temps que je la raconte. Je dessine tout sur une nappe et je lui offre. Le lendemain, je me souviens d'absolument rien. Un jour, je reçois une lettre de Monsieur Otomo où il me remercie de lui avoir donné la fin d'Akira.
Mais je me demande même, il n'y avait pas une rumeur comme quoi ils auraient dû bosser ensemble, Jodorowsky et Otomo. Je pense qu'ils ont dû vouloir bosser ensemble, mais Jodorowsky était trop sous. Ouais, non, ou trop, je sais pas quoi. Mais il me semble que moi j'étais au festival Quai des Bulles à Saint-Malo en octobre. Là, il y avait une expo sur Jodorowsky et il me semble qu'il y a un passage où il dit qu'effectivement, à un moment donné, il avait voulu travailler avec Otomo. Alors je sais plus sur quel projet. Comme une grosse partie de l'équipe de Metal Hurlant, en fait. Oui, j'imagine. Mais ça aurait pu être rigolo. Otomo, Jodo. Otomo et l'avenir, ça peut donner quoi? C'est la dernière édition ou vous allez en faire d'autres, Benoît? Enfin, je veux dire, maintenant on s'arrête là pour quelques années, mais genre dans 2 ans. Dans 2 ans, ça fait c'est du très court terme, ça, dans 2 ans. Non, très clairement, cette édition actuelle d'Akira pour le moment, parce que forcément personne ne sait de quoi être demain, après-demain, et surtout dans 2 siècles seront faits. Non, pour l'instant, pour nous, on est dans une édition qui est au plus proche de la version japonaise, que nous avons pu proposer, et dont nous sommes bien évidemment ravis, d'avoir mené à son terme. Pour le moment, concernant Akira, cette édition reste l'édition, on va dire, tutélaire. Ok. Voilà. Vous concentrez sur Parasite. Exactement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous abandonnez la version couleur cartonnée? Non, la version couleur cartonnée reste toujours d'actualité, elle reste toujours commercialisée. Ne serait-ce que parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les lecteurs qui ont grandi avec Akira ont grandi avec des versions différentes, et la version couleur est toujours réimprimée. Donc c'est juste que notre objectif avec une œuvre aussi emblématique qu'Akira, c'est de proposer une lecture qui corresponde aux attentes, bien évidemment, de l'auteur, mais dans ce cas-là, que ce soit la version, on va dire, la dernière version ou la version couleur, les deux sont les attentes de l'auteur puisqu'il a travaillé sur les deux. Oui, c'est vrai. Donc qui correspondent aux attentes de l'auteur et qui correspondent aux attentes du lecteur. Ce qui est réellement important, c'est que Akira puisse être découvert et lu par le plus grand nombre de lecteurs possible, parce que ce n'est pas pour rien que Otomo a été Grand Prix d'Angoulême. Oui. Non, si je te donnais le chiffre de 2 ans. Parce qu'en fait, il y a comme un truc avec un certain Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas si ça se dit comme ça vraiment. DiCaprio, je crois. Leonardo DiCaprio qui va produire pour Warner Bros. Un film. Warner a annoncé la date, c'est mai 2021. Taika Waititi à la réalisation. C'est un réalisateur néo-zélandais du dernier Thor, par exemple. Oui. Du coup, mai 2021, grosse actu Akira, puisqu'il y a film. Donc pourquoi pas une nouvelle édition, un nouveau format, un nouveau coffret, pourquoi pas une nouvelle édition, un nouveau bidule, un truc quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les mangas de localisation, donc dont on achète les droits au Japon, on est tributaire de ce qui existe au Japon. Donc je ne doute pas qu'à l'occasion de la sortie en version filmée, Kodansha travaille à une version particulière d'Akira, ou alors peut-être un recueil d'interviews d'Otomo, ou un making-of, je ne sais pas. Voilà. Et donc, à partir du moment où effectivement ces éléments seront disponibles, bien évidemment, on pourra les étudier, on pourra voir si nous les estimons pertinents pour le marché français, pour le secteur français, pertinent par rapport à Akira. Et dans ce cas-là, oui, évidemment, si on estime que quelque chose est pertinent, oui, nous pourrons les publier. Mais une nouvelle édition d'Akira dans 2 ans, très clairement, à titre personnel, j'y crois pas, parce qu'on est vraiment, on ne pourra pas ajouter grand chose de plus à la version actuelle. Donc, si c'est juste pour à nouveau remplir des étagères de librairie pour qu'ensuite ça reparte en stock, j'en vois pas vraiment la pertinence. De toute façon, vous avez dit qu'elle est ultime, donc après, derrière ultime, il reste quoi? The Last Giga Perfect, je sais pas quoi, tu vois là. Atura, le fils de Akira. Ça n'a aucun sens. Comment vous le sentez, le film, une adaptation cinéma? Parce que c'était une arlésienne, hein. Ça fait 20 ans que, j'exagère, mais pas loin, qu'on parle d'adaptation. On parlait de Keanu Reeves, on parlait non, c'était peut-être pas pour celui-ci, mais on a parlé de Nolan, on a parlé de pas mal de monde, hein, pour Akira. Là, il y a une vraie date, il y a un réalisateur, il y a un scénariste, il y a même un début de casting. Vous le sentez comment? On sent que ça sortira en 2021. Non, là pour le coup, bien évidemment, ça reste simplement de pure spéculation, donc on ne sait pas dans quelle mesure le film sera pertinent. J'irais. Mon sentiment personnel, c'est qu'on a pu voir la qualité dont étaient capables les studios américains lorsqu'ils travaillent sur une œuvre donc japonaise, en tâchant de rester
le plus fidèle possible, tout en l'adaptant à un plus vaste auditoire. Je pense notamment à Alita Battle Angel, qui est la version donc filmée de Gunn. Même si dans cette version, il avait adapté certaines parties de l'OAV animé. Oui. Là, en l'occurrence, le réalisateur néo-zélandais, je précise qu'il est néo-zélandais, parce que c'est quand même plus proche de l'Asie, culturellement. Et puis c'est la nationalité de Peter Jackson qui est pas trop un manche non plus. Que les États-Unis. Alors si tu considères la nationalité comme un gage de qualité des réalisateurs, ça veut dire que tous les réalisateurs américains sont bons. Mais... non, c'est pas. Et du coup, lui, il avait déclaré, il était déjà sur le projet avant Warner, avant DiCaprio, et à l'époque, il avait déclaré qu'il voulait adapter pas l'animé, pas le film. Il voulait adapter le manga. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un point qui est vachement important, c'est que le film et le manga racontent pas exactement la même chose. Le manga, il va beaucoup plus loin. En fait, on va dire qu'en gros, le film synthétise des éléments des 6 tomes, mais il se concentre surtout sur l'intrigue des 2 premiers, on va dire. Et le manga, en fait, tout ce qu'il raconte derrière n'est pas dans le film. Donc, et moi, c'est ce que je préfère dans le manga. Si je peux le voir en film, je suis content. Mais du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Oui. Non, mais en plus, c'est vrai que on parlait d'Alita, il y a eu Ghost in the Shell aussi, qui, pour le coup, est un peu un cas plus similaire à Akira, dans le sens où Ghost in the Shell, le film qui avait été fait par notre ami Mamoru Oshii, voilà, et était au moins sinon plus culte que le manga dont il est issu, bien comme sûr. le film Akira est en fait limite plus culte que le manga, quoi. Et puis les notes de bas de page, c'est super complexe à adapter au cinéma. Voilà. Et j'ai trouvé que finalement l'adaptation américaine, il s'était vachement bien débrouillé, même si c'était dur de mener, de rivaliser avec l'animé, mais je trouvais qu'il s'était hyper bien débrouillé. Donc moi je suis plutôt enthousiaste. Moi je suis curieux. De toute façon, si ça fait lire plus de mangas, de toute façon c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Quand je vois le succès de Gunn cette année, c'est ça, quoi. Je me dis peu importe la qualité du film, si ça fait lire des Gunn, tant mieux, quoi. Vraiment, voilà. En tant que fan de Kishiro, je me dis la même chose. Disons que la sortie d'un film au cinéma, bien évidemment, permet de remettre en avant une série. Vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma pour voir la série, pour voir de quoi ça cause. Simplement, peut-être que par exemple Akira, vous en avez entendu parler. Puis lorsque le film sortira en 2021, vous direz tiens, j'en ai entendu parler. Avant d'aller voir le film, je vais essayer de lire le manga pour savoir de quoi ça cause. Je sais par exemple, à titre personnel, c'est ce que je faisais pour les Harry Potter. C'est-à-dire que les Harry Potter, je relisais systématiquement le tome en question avant d'aller voir le film. Comme ça, au moins, j'étais sûr que si le film était pas très clair, j'avais à peu près les idées. Ouais, c'est ça. Et puis la suite, c'est aussi une série animée chez Sunrise qui a été annoncée cet été. Ça n'arrête pas, dis donc. Qui n'est pas une suite. On sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas une suite. On n'en sait rien. Il a dit que ça serait pas une suite, mais il a rien dit d'autre. Il a dit il y a une série animée et je fais un nouveau film aussi qui va s'appeler Orbital Era, l'histoire de 5 étudiants qui sont sur une planète. Je sais plus si c'est Mars ou c'est sur la Lune pendant X temps, et on va suivre leur quotidien. Je pense que ça va partir en couille. Ouais, il y a à un moment donné un gros truc qui va exploser. Oui, forcément. Forcément. Voilà pour la suite, l'avenir de Akira. Est-ce que t'as gardé une anecdote ou une galère de côté, ou tu nous as tout avoué? Sur Akira, je vous ai raconté à peu près l'essentiel. Je n'ai pas d'anecdote particulière qui me vienne à l'esprit. Il a juré la main droite sur les 6 tomes de l'édition perfecte. Sur les 6 tomes de l'édition perfecte, de l'édition ultime. Donc non, comme ça, j'ai effectivement, comme vous êtes rentré dans des questions quand même particulièrement pointues, je m'excuse, non pas par avance du coup, mais par retard auprès des auditeurs, si jamais vous n'avez rien compris au principe de la couleur. Donc voilà, mais non, je vous ai effectivement présenté les anecdotes auxquelles j'ai pu penser par rapport à cette série emblématique. C'est un point important. On a été technique à des moments. Si vous avez le moindre doute, n'ayez pas peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes à ce niveau-là. Oui. On a discuté, on a essayé de le rendre un maximum évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Bah ouais, il y a du lexique, il y a des mots, des jargons un peu techniques. Après voilà, il y a les infos sur internet si vous avez besoin de vous... Non, mais c'est vrai que si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur certains termes et tout, parce qu'on peut pas être exhaustif sur une émission d'1 heure, mais n'hésitez pas à nous poser la question aussi. Poser des questions directement, carrément. Hashtag 5DC sur les réseaux sociaux. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Sur YouTube, vous pouvez y aller aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous mettre une petite note. Merci d'aller voir les autres émissions si vous venez nous découvrir. Et merci de lire Akira.
Merci de lire Akira. Si vous ne l'avez jamais lu, peut-être que toutes ces petites histoires autour de la grande histoire vous donneront envie de lire Akira ou de regarder le film. Allez. C'est une dernière anecdote du coup. Qui du coup n'est pas une anecdote de fabrication. Il y a quelque chose d'assez marquant dans le tome 1 d'Akira, c'est qu'on voit qu'il a été rédigé à une époque où Internet n'existait pas encore. Puisqu'en fait, il y a toute une course-poursuite où les héros ne savent pas ce que chacun devient, et lorsqu'ils se retrouvent, sont en mode mais t'étais où ? Alors que maintenant, on aurait tendance à dégainer le portable et dire tu viens, je t'attends, je suis là dans 5 minutes. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté cette émission. À très bientôt, au revoir, ciao, merci beaucoup Benoît. Ciao.